Merci la commission scientifique de la Société pour m'avoir confié ce topo et la charge de défendre qu'il faut faire moins de transfusions de globules rouges. Transfusion de globules rouges, c'est quelque chose qui est fréquent dans nos services et j'en veux pour preuve les données de l'étude ABC qui ont été publiées maintenant en 2002 qui rapportaient à cette époque-là que les patients de réanimation étaient fréquemment transfusés et que pour les patients qui restaient plus d'une semaine en réanimation, plus de la moitié de ces patients-là allaient nécessiter la transfusion de culoglobulaires. Et des résultats similaires ont été rapportés chez nos collègues américains avec l'étude CRIT qui rapportait également des chiffres similaires. Plus de la moitié des patients avec une durée de séjour de plus de 7 jours en réanimation allaient nécessiter une transfusion et vous constatez que les patients qui restent plus de 2 semaines en réanimation, ces patients-là, 80% vont nécessiter une transfusion de globules rouges en réanimation. Donc ces chiffres, s'il en était besoin, mais nous en sommes tous convaincus au quotidien, montrent que nous allons parler d'un problème qui est un problème fréquent. C'est un problème fréquent et depuis maintenant, je dirais une petite vingtaine d'années, on a beaucoup de travaux qui nous ont suggéré ou qui nous ont démontré que les transfusions de globules rouges pouvaient être délétères. Il y a déjà des études observationnelles, comme cette étude, toujours, qui était donc l'étude de notre modérateur, qui était une étude qui avait recueilli à ce moment-là des données à la fin des années 90 et qui avait rapporté que les patients qui étaient transfusés en réanimation avaient un moins bon pronostic que les autres, y compris après ajustement sur un score de propension et des données, encore une fois, similaires, ont été rapportées par l'étude américaine un petit peu jumelle, qui rapportait exactement la même chose avec une méthodologie similaire, avec des patients qui étaient des données qui avaient été collectées au début des années 2000. Donc les patients transfusés ont une probabilité de décès qui est plus élevée que les patients qui sont non transfusés, y compris après ajustement sur les facteurs pronostiques usuels en réanimation. Mais cette situation dichotomique, finalement, transfusée ou non transfusée, c'est probablement pas celle qui est la plus pertinente pour nous au quotidien. Et on est plutôt au quotidien en train de raisonner par rapport à des taux d'hémoglobine et sur la relation bénéfice-risque qui existe à la transfusion de culoglobulaires chez ces patients. Et vous connaissez cette étude qui est vraiment l'étude pivot dans le domaine et l'étude à partir de laquelle ont été articulées toutes nos réflexions, les recommandations et les études ultérieures, qui est l'étude TRIC, qui est l'étude de Paul Hébert, qui a donc été publiée en 1999 avec des patients qui avaient été inclus dans cette étude donc au milieu des années 90 et qui avaient randomisé des patients pour recevoir des culoglobulaires en réanimation, soit pour cibler l'objectif de transfusionnel classique à l'époque qui était entre 10 et 12 grammes par décilitre d'hémoglobine versus une stratégie restrictive de 7 à 9 grammes d'hémoglobine. Vous connaissez parfaitement cette étude et qui avait rapporté qu'il n'existait pas de différence significative en termes de mortalité chez ces patients-là, que clairement la stratégie restrictive permettait d'économiser bon nombre de culoglobulaires et que si on regarde les courbes de survie, on avait même l'impression, une tendance, qu'il y avait une meilleure survie chez les patients qui étaient moins transfusés et que cet effet devenait significatif dans des populations les moins sévères, qui étaient les patients les plus jeunes et les patients qui avaient des scores de gravité qui étaient un petit peu moins élevés. Et concernant des patients pour lesquels il y a une certaine crainte de maintenir des taux d'hémoglobine plutôt bas, qui étaient des patients avec des comorbidités cardiovasculaires au sens large, parce qu'il n'y avait pas que des coronaropathies dans ce sous-groupe de patients, il y avait pas de différence significative, mais plutôt une tendance inverse sur la mortalité par rapport aux résultats de l'étude Princeps, de l'étude in extenso. Et donc, sur la base de ce travail, en très grande partie, il y avait eu, maintenant il y a une dizaine d'années, une conférence de consensus réalisée par cette société qui avait à ce moment-là recommandé un seuil transfusionnel pour la majorité de patients pour maintenir un taux d'hémoglobine supérieur à 7 grammes par décilitre. Et puis ensuite, en fonction de la présence d'une comorbidité
cardiovasculaires, des seuils de transfusionnels qui étaient plutôt entre 8 et 10 grammes, donc plutôt un petit peu plus élevés dans cette population, potentiellement un petit peu plus à risque en cas de phénomène ischémique. Bon. Donc ça, c'était les résultats de l'étude TRIC. Et il y avait plusieurs reproches qui ont pu être faits à cette étude. Et en particulier, le reproche que, encore une fois, elle a été publiée en 1999 avec des patients qui ont été inclus vers le milieu des années 90. Et au Canada, à ce moment-là, avec une utilisation de culoglobulaires qui était non déleucocytés. Et une partie de cet effet délétère potentiel des transfusions de globules rouges a été potentiellement attribuée à cette absence de leucocytation. Mais finalement, les études plus récentes, comme celle-ci qui a été publiée il y a maintenant un peu moins de 2 ans dans Critical Care Medicine, qui était une étude britannique, qui avait, selon un schéma qui était assez similaire, randomisé des patients considérés comme âgés, avec un seuil assez stringent, puisque c'était au-delà de 55 ans, et qui était ventilé mécaniquement. Et donc, dans cette étude qui est de moindre envergure, on avait une tendance similaire à une diminution de la mortalité chez les patients qui étaient alloués dans le bras de la transfusion restrictive. Et puis, on a d'autres situations assez proches de la réanimation polyvalente, qui suggère également qu'une stratégie restrictive peut-être n'est pas délétère, voire même serait bénéfique. Donc on a cette étude en post-opératoire ou en périopératoire de chirurgie cardiaque qui montrait qu'une stratégie restrictive pour maintenir un taux d'hématocrit supérieur à 24% n'était pas inférieur à une stratégie libérale pour maintenir un taux d'hématocrit à 30% en termes d'événements significatifs au décours de la chirurgie. Une étude en réanimation traumatologique où des patients traumatisés crâniens, selon une étude qui est toujours un peu complexe parce que c'était un double plan factoriel, étaient randomisés sur des seuils transfusionnels d'hémoglobine et pour recevoir ou pas de l'érythropoïétine. Mais quand on s'intéresse à la randomisation sur les seuils d'hémoglobine et sur le critère d'évaluation qui était la récupération neurologique, on n'a absolument aucune différence. Et puis cette étude qui n'est pas en réanimation, mais puisque c'était essentiellement des patients qui étaient en salle et des patients qui étaient peu sévères, qui est une étude qui porte sur des patients qui avaient présenté des hémorragies digestives. Cette étude avait conclu à un bénéfice d'une stratégie restrictive visant à maintenir un taux d'hémoglobine entre 7 et 9 grammes par rapport à un taux entre 10 et 12 grammes, et que ce bénéfice était expliqué en partie par une moindre récurrence de saignements chez les patients alloués au bras restrictif, en particulier parce qu'il y avait beaucoup de patients cirrhotiques et que les patients cirrhotiques qui avaient été randomisés dans le bras libéral, donc pour maintenir un taux d'hémoglobine plus élevé, voyaient à ce moment-là leur gradient portosystémique augmenter de manière plus importante que les patients qui étaient alloués dans le bras restrictif. Et puis une autre situation pour laquelle les recommandations de la Société de réanimation de langue française avaient proposé des taux d'hémoglobine plus élevés, qui est la situation d'ischémie coronaire aiguë, puisque à ce moment-là, c'était le taux qui a été proposé il y a une dizaine d'années était de maintenir un taux d'hémoglobine supérieur à 10 grammes. On a des données dans la littérature qui ne sont pas très solides, je vous l'accorde, mais des données dans la littérature qui suggèrent qu'une stratégie restrictive transfusionnelle pourrait être associée à une moindre mortalité, une moindre récurrence d'événements ischémiques. Et il y a en particulier cette méta-analyse récente qui est très perfectible, parce que c'est essentiellement des études observationnelles cas contrôle, soit transfusion versus absence de transfusion ou sur différents seuils, mais qui sont des études observationnelles. Et il y a dans cette méta-analyse une seule étude qui est randomisée, mais néanmoins, l'effet final de la méta-analyse tend plutôt à favoriser une stratégie restrictive, y compris dans cette population porteuse d'une ischémie myocardique aiguë, avec comme effet
délétères invoqués de l'excès de transfusion, une augmentation de la viscosité sanguine et des resténoses et des rethromboses précoces chez des patients traités par angioplastie et stenting. Donc ça, c'est des effets potentiels de la transfusion sur les événements ischémiques. Et puis, nous, ce qu'on voit en réanimation, beaucoup, ce sont les infections nosocomiales. Et il y a plusieurs travaux, là je vous ai mis un exemple, qui ont rapporté que le fait d'être transfusé et le nombre de culots globulaires transfusés étaient associés de manière indépendante au développement d'infections nosocomiales. Et cet effet a été mis en évidence très récemment dans une méta-analyse qui a été publiée cette année dans le JAMA, qui a repris un certain nombre d'études, qui étaient cette fois-ci des études randomisées, et qui a retrouvé un effet global d'association entre les transfusions de globules rouges et le développement d'infections acquises à l'hôpital, pas simplement en réanimation, puisque vous voyez qu'il y avait un certain nombre de ces travaux, la plupart de ces travaux étaient réalisés en dehors des secteurs de réanimation. Quelque chose qu'on ne prend pas encore en compte actuellement, mais qui peut peut-être expliquer un certain nombre de ces effets délétères de la transfusion, c'est l'âge des culots globulaires. Et en fait, il se passe des choses à l'intérieur de la poche avant qu'elles soient repassées au patient, et que ces modifications, qu'elles soient corpusculaires, biochimiques, qui se produisent à l'intérieur de la poche, peuvent avoir des conséquences chez les patients, avec une première conséquence qui fait que les culots que vous allez transfuser ne sont pas immédiatement opérationnels à 100% en termes de, pas tellement de transport, mais de délivrance de l'oxygène au tissu, en particulier parce que lorsque les culots sont prélevés, il y a à ce moment-là une déplétion rapide en 2-3 DPG à l'intérieur des hématies, et que cette déplétion en 2-3 DPG va déplacer la courbe de dissociation de l'hémoglobine vers la gauche, qui est donc plus affine, et qui va donc induire une moindre délivrance de l'oxygène au tissu. Et on considère qu'il faut entre 12 et 24 heures pour qu'une hématie transfusée récupère un stock de 2-3 DPG qui est normal. Et puis il y a un certain nombre d'autres manifestations à l'intérieur de la poche, avec un relargage de substances bioactives qui sont susceptibles d'expliquer certains des effets délétères que nous constatons, et en particulier les effets sur l'immunomodulation. Et cet effet de l'âge des culots a été observé en particulier en chirurgie cardiaque, où des patients étaient randomisés pour recevoir soit des culots frais, soit des culots âgés, avec à ce moment-là un cut-off d'âge qui était fixé à 2 semaines. Et il y avait une augmentation des complications graves après chirurgie chez les patients qui étaient randomisés pour recevoir du vieux sang, entre guillemets. Et on a en réanimation polyvalente des études également observationnelles comme celle-ci qui suggèrent que lorsqu'on reçoit du vieux sang, on est à ce moment-là plus à risque de décéder en réanimation. Donc je crois qu'il y a un ensemble de preuves qui nous disent que pour la majorité de nos patients de réanimation, il faut clairement avoir une attitude transfusionnelle restrictive. Et le seuil de 7 grammes qui est proposé semble assez raisonnable pour la grande majorité des patients. Et puis, il y a une situation d'ischémie tissulaire qui posait question et qui pose toujours question, à mon sens, qui est le sepsis, puisque dans le sepsis, il y avait eu cette étude en 2001, que vous connaissez extrêmement bien, qui, à ce moment-là, dans cet algorithme de prise en charge hémodynamique, incluait une cible d'hématocrite supérieure à 30% chez des patients chez lesquels une oxygénation tissulaire restait insuffisante, celle-ci étant objectivée à ce moment-là dans cette étude par la SCVO2 qui était inférieure à 70%. Et lorsqu'on regarde un petit peu les résultats de cette étude et les différentes attitudes thérapeutiques qui différenciaient le bras interventionnel du bras contrôle, on s'aperçoit que la transfusion de globules rouges est la principale différence entre les deux groupes. Et vous voyez que dans le groupe Early Goal,
Près de 70% des patients avaient été transfusés dans les 72 premières heures, contre 44% dans les patients alloués au bras standard, à une époque, notons-le parce que c'est important pour la suite, où les patients étaient quand même énormément remplis. Et ça permet probablement d'expliquer un peu la discordance sur le recours à la transfusion de globules rouges qu'on a observé dans l'étude PROCESS, puisque vous voyez à ce moment-là qu'il y a moins de 20% des patients qui ont reçu des transfusions de globules rouges au cours des 72 premières heures, donc très différent des 68% de l'étude Princeps de Rivers, mais avec à ce moment-là des patients qui étaient 3 fois moins remplis, donc probablement moins dilués pendant les 72 premières heures. Donc une question émanente, et puis cette question a été alimentée par des études observationnelles, comme cette étude ancillaire de l'étude SOAP, qui avait rapporté à ce moment-là que dans la population qui présentait un sepsis après ajustement statistique, pas en particulier par un score de propension, les patients qui recevaient des transfusions de globules rouges avaient un meilleur pronostic que les patients qui n'en recevaient pas. Et un résultat similaire a été obtenu par nos collègues coréens avec une méthodologie un petit peu similaire. Et là, c'est le résultat de l'ajustement sur le score de propension. Et donc, après ajustement, les patients qui avaient reçu des transfusions avaient des taux de mortalité moindres, que ce soit à 7 jours, à 28 jours ou à l'hôpital. Alors, depuis, il y a eu cette étude, l'étude TRIS, qui a été publiée à la fin de l'année 2014, qui, chez des patients porteurs de septic shock, les avait randomisés selon les 2 bras, donc 7 objectifs hémoglobine supérieure à 7 grammes versus 10 grammes, et pendant les 28 jours, avec clairement un effet de diminution du recours à la transfusion, et puis, comme vous le savez, une absence totale d'effet sur la mortalité. C'est une belle étude. Pour longtemps, doit-on s'en contenter? Parce que je reviens sur cette image-là avec cet aspect linéaire des concentrations d'hémoglobine, elle ne reflète certainement pas la variabilité des patients au cours du temps et au cours des 28 premiers jours, puisqu'on va avoir des périodes, et en particulier la période initiale, on va avoir des patients avec de l'ischémie tissulaire liée au sepsis, puis qui vont récupérer, puis qui vont éventuellement représenter d'autres événements et d'autres événements septiques avec de nouveau de l'ischémie tissulaire, et probablement qu'une attitude thérapeutique plus raisonnable et plus physiologique adaptée à la situation du patient serait d'avoir des stratégies transfusionnelles qui seraient différentes selon la situation et qui seraient peut-être d'augmenter un seuil transfusionnel en situation d'ischémie tissulaire et au contraire, dans la période qui est stable au décours ou entre des événements septiques, de revenir au seuil transfusionnel qui est proposé dans toutes les recommandations sur la base de l'étude canadienne. Alors, est-ce qu'on a des arguments pour proposer ce type d'attitude? En fait, il n'y en a pas beaucoup, je dois dire, mais il y a ce travail qui a été publié l'an dernier dans Critical Care, qui est un travail que j'aime bien, en fait, parce que je pense qu'il est très difficile à réaliser. En fait, il répond à une question que je pense qu'on se pose souvent. Et globalement, ce travail s'est intéressé aux patients qui, lorsqu'ils sont ressuscités selon l'algorithme de Rivers et chez lesquels persiste une ischémie tissulaire, de se demander à ce moment-là si on doit plutôt leur faire de la dobutamine ou plutôt leur faire des transfusions de globules rouges. Et donc, ils ont regardé dans ce petit sous-groupe de patients, qui seraient donc susceptibles de bénéficier de l'une ou l'autre des interventions, laquelle avait effectivement un effet sur la survie. Donc, il y avait 71 patients qui avaient reçu une transfusion de globules rouges. Et lorsqu'on regarde un petit peu après un ajustement statistique avec toutes les limites que ça implique, on s'apercevait que la dobutamine n'avait pas d'effet significatif sur la survie, mais qu'après ajustement sur score de propension, la transfusion de globules rouges était protectrice sur la mortalité, d'ailleurs sans modifier significativement la saturation centrale veineuse. Donc ça, c'est peut-être un élément pour orienter une stratégie transfusionnelle un petit peu différente chez les patients en phase septique. Et puis, d'autres éléments peut-être encore plus physiologiques, c'est d'aller regarder directement ce qui se passe au niveau tissulaire.
Et je vous rapporte ce travail d'une équipe grecque qui avait regardé l'évolution de l'ischémie tissulaire évaluée par microdialyse et sur le rapport lactate-pyruvate. Globalement, plus le rapport est élevé et plus ça témoigne d'une ischémie tissulaire. Et donc, ils ont regardé chez des patients septiques, mais en phase tardive de sepsis, puisqu'en médiane, ils étaient 5 jours après le début du sepsis, donc on est quand même tard, chez des patients qui avaient à ce moment-là toujours de la noradrénaline, mais avec des vitesses de perfusion assez faibles, hein, puisqu'on était à 0,1 gamma km, ça fait à peu près 0,4 mg/h pour un adulte de poids moyen. Donc des patients qui étaient en phase plutôt tardive. Ils ont regardé l'effet de la transfusion sur ce rapport lactate-pyruvate, avec un effet global constaté environ 2 heures et 5 heures après, qui était une diminution de ce rapport lactate-pyruvate. Mais comme vous constatez sur cette figure, une énorme variation inter-individuelle. Et il faut noter qu'ils n'ont pas été plus loin dans l'évaluation parce qu'à ce moment-là, on est parasité par d'autres interventions thérapeutiques. Et c'est le cas dans toutes les études qui ont examiné un petit peu l'ischémie tissulaire dans ce contexte. Donc, pour transfuser moins, il y a peut-être d'autres choses également qu'on peut faire, c'est limiter les pertes sanguines, éventuellement la supplémentation martiale, mais les études pour le moment ne sont pas très concluantes. Les solutions d'hémoglobine dont le développement a été arrêté en raison en particulier d'événements ischémiques lors des premières études chez les patients traumatisés. Et puis l'érythropoïétine qui a fait l'objet d'un certain nombre d'études réunies dans une méta-analyse. Et l'érythropoïétine, clairement, ça permet de diminuer le recours à la transfusion. Mais par contre, ça ne permet pas de diminuer la mortalité chez les patients de réanimation. Et les quelques études qui ont fait des analyses pharmacoéconomiques avaient rapporté que le traitement par érythropoïétine était plus cher que l'absence de traitement par érythropoïétine, même s'il y avait moins de transfusion de globules rouges. Donc en conclusion, je pense que pour la grande majorité de nos patients, on peut maintenant privilégier une stratégie restrictive avec beaucoup de données dans la littérature qui nous autorise à le faire, avec un bénéfice clinique probable en termes de mortalité et très probable, je pense, en termes de développement d'infections nosocomiales. Demeure la question de la situation dans laquelle il y a un défaut d'oxygénation tissulaire et en particulier en phase aiguë du sepsis. Sur l'âge des culots, il y a actuellement une étude qui, je pense, ne doit pas être loin de la fin, qui est l'étude ABLE, qui devrait nous donner des informations sur l'impact de l'âge des culots, avec une étude qui avait regardé l'impact de transfusion de culots jeunes qui avaient moins d'une semaine. Et probablement que la stratégie transfusionnelle qu'on doit privilégier est une stratégie qui est individualisée en fonction du patient, mais également en fonction de la phase d'évolution en réanimation. Je vous remercie.